changer si vraiment on veut. Donc les gens arrêtent de nous dire non, je ne peux plus changer, c'est mon comme ça. Si c'est ton comme ça, tu vas toujours continuer de t'énerver comme ça. Et puis bon, tu vas mourir comme ça, on t'enterre comme ça, et puis la vie continue comme ça. C'est clair. On fait face déjà à des défis. Il y a des gens qui vont te dire, mais attends, pour qui tu te prends? Pour qui celui-là il se prend? Toi tu es qui? Tu fais ça. Donc déjà c'est un défi, parce que les gens vont vouloir te dire, mais attends, qui a déjà fait ça dans ta famille? Justement parce que personne n'a déjà fait ça dans ma famille, que moi j'ai pris l'engagement de le faire. Maintenant la question, est-ce que ce que nous faisons mérite vraiment ce que nous voulons entendre? Tu ne seras plus là où tu es aujourd'hui, que les gens aient soif de t'écouter encore, que les gens aient soif de tes services, que les gens disent, ah, si madame Intel était toujours là à l'entreprise, si monsieur Intel était toujours là, que les gens aient soif, plutôt que de dire, ouf, enfin il est parti ou enfin elle est partie. Alors là, c'est très grave. Tu n'es pas encore mort, oui, mais tu travailles dans une entreprise. Lorsque tu ne seras plus, de quoi est-ce que les gens vont se rappeler de toi? Je vous garantis que dans les quartiers, il y a des gens, lorsqu'ils déménagent du quartier, les gens sont très contents. Depuis tout ce temps jusqu'à aujourd'hui, quel est l'impact de mon comportement? C'est ça. Quel est l'impact de mon attitude au sein de l'entreprise ou au sein de là où je travaille? Ou encore au sein de la famille? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Qu'est-ce que j'ai construit jusque-là? Qu'est-ce que j'en ai laissé? Vous voyez aujourd'hui, la plupart des gens, on ne rate pas, en fait, on n'arrive pas à réussir nos vies ou à réussir les activités qui nous sont confiées. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas intelligents. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas les capacités intellectuelles, physiques pour les accomplir. Mais parce que nous avons un problème de comportement. Ce n'est pas parce que nous avons un problème intellectuel. Nous avons un problème de comportement. Nous sommes tellement égoïstes que même quand on nous fait des critiques constructives, on se braque. On est énervé. On change de façon. C'est ma vie. Je fais comme ça, comme je veux. Ma grand-mère était comme ça, ma maman est comme ça, moi je suis comme ça. Ok, si tu continues comme ça, c'est sanguinaire. Si tu continues comme ça, comme tu dis c'est mon comme ça, alors dans l'entreprise tu aurais un travail comme ça, tu aurais un salaire comme ça, tu aurais des frustrations comme ça, on va un jour même te virer comme ça et tu vas mourir comme ça, on t'enterre comme ça et la vie continue comme ça. En entreprise, en famille, partout nous travaillons, que nos ministres, nos députés, nos présidents, tout le monde, nos leaders politiques et religieux, que chacun se pose cette question. Quel est l'impact de mon comportement sur mon environnement immédiat? Et quel sera le monde autour de moi sans moi? Je vais de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année de sa vie, se poser cette petite question. Que sera le monde autour de moi sans moi? La compétence que j'apprécie, c'est que la compétence est l'ensemble des savoirs, plus l'ensemble des savoir-faire, plus l'ensemble des savoir-être. Alors donc, on sait très bien que le savoir, c'est notre connaissance, notre capacité. Et le savoir-faire, c'est la manière donc d'appliquer ce savoir-là. Et le savoir-être, c'est notre manière d'être vis-à-vis de l'application de ce savoir. Et simplement, la conscience, on peut voir comme l'image qu'on a de soi, tout simplement. En fait, l'ignorance, c'est quoi? Parce que on ignore même les capacités, ces forces-là qu'on a en soi. Là, c'est devenu une incompétence inconsciente. Et l'arrogance, pourquoi aussi? On peut savoir que là, je n'ai aucune compétence. Mais malgré ça, la personne va prendre le poste. Pourquoi? À la recherche soit de l'argent, soit des honneurs, soit du confort social au détriment de la qualité de la productivité. Nous avons aussi effectivement ces incompétences au niveau politique. On n'a aucune notion en politique, aucune idéologie, mais on veut diriger les gens. Ou encore sur le plan religieux, si vous voulez, il y a des imams, il y a des pasteurs, il y a des prêtres qui eux-mêmes n'ont aucune relation vraiment directe avec Dieu et ils veulent diriger d'autres personnes. Donc là, nous appelons seulement, c'est une incompétence inconsciente, dirigée par l'ignorance, l'arrogance ou encore entre guillemets de l'idiotie. Là, quels sont vos champs de compétences? Et en ce moment, c'est l'excellence. Et vous vous rappelez, il y a une expression qu'on nous donnait au lycée, là, peut mieux faire. Quand on a une moyenne de peut mieux faire. Ça m'énervait. Peut mieux faire. Donc, à ce niveau, justement, avec la compétence consciente, on peut mieux faire. Parce que je connais mes limites, je connais justement ce que je sais faire, je connais mes compétences, donc je peux travailler à améliorer maintenant. Voilà, vous voyez. Et à ce niveau, qu'est-ce que je peux dire? Bon, mieux, meilleur, excellent. Donc, travaillons à ce que notre bon devienne mieux, que notre mieux devienne meilleur, que notre meilleur tend vers l'excellence. Et nous avons dit ici que tout ce que nous faisons comme activité, nous devons toujours tendre vers l'excellence. L'excellence, c'est la recherche de la qualité supérieure. Excellent dans tout ce que nous faisons. Voilà. C'est seulement de s'asseoir et d'avoir un rendez-vous avec soi-même et de se poser mille et une questions. Pourquoi est-ce que je me comporte de la sorte? Ou encore, pourquoi est-ce que j'échoue dans tel ou tel domaine de ma vie? Pourquoi est-ce qu'en communication, j'ai un problème avec telle personne alors que de l'autre côté, ça va? Pourquoi est-ce qu'au travail, je suis soit toujours en retard? Ou pourquoi est-ce que moi, je n'ai jamais la confiance en moi pour pouvoir faire une activité qui m'a été confiée au service? Donc, lorsqu'on s'assoit et puis on fait ce travail minutieux ce soir, ça nous permet, de se connaître, connaître ses qualités, connaître ses valeurs, connaître ses compétences. Comme nous l'avions dit,
tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras jamais de quoi tu es capable. C'est ça. Donc malheureusement, beaucoup de gens, on connaît mieux les autres, mais soi-même, il y a toujours un problème. Et donc nous avions dit que chacun de nous peut encore faire un travail minutieux sur soi au lieu de toujours en vouloir aux autres. C'est à cause de telle personne je suis en colère de cette manière. Alors qu'il faut se remettre en cause. Se remettre en cause. Donc nous avons aussi également parlé de thème de quoi se rappeler de vous. Mais toujours difficile de s'accuser soi-même. C'est comme nous l'avions dit sur ce plateau lorsque nous étions tous à l'école. Quand tu gagnes 18, tu dis quoi? J'ai eu 18. Mais je dis que tu gagnes 2. Le professeur Monsieur m'a donné 2. Donc c'est un peu ça en fait le problème avec beaucoup d'entre eux. Et ça fait rire, mais c'est des choses. Même quand on l'amène dans la vie professionnelle, c'est ça. Même quand on n'arrive pas à faire bien son travail, on dit c'est telle personne qui a fait que moi j'ai pas pu faire mon travail. Et je pense que si nous arrêtons en fait de nous accuser les uns les autres et de commencer d'abord à se remettre en cause, nous-mêmes, reconnaître ses principes, reconnaître ses valeurs et surtout se poser la question pourquoi je fais ce que je fais. Chaque personne sur cette terre est un manager. Vous savez pourquoi? Parce que le management, c'est d'abord la gestion. Et c'est quoi la gestion? Même gérer sa propre vie, c'est du management. Donc pour moi, toute personne qui respire l'air est un manager, est un potentiel manager. Maintenant, le management peut dépendre. Peut-être que vous êtes manager d'une entreprise de plus de 1000 personnes. Moi, je peux être manager d'une entreprise de 2 personnes. Ou je peux être manager de ma propre vie. Et c'est du management qu'on fait. Donc pour moi, pour répondre à votre question, chaque personne qui respire de l'air est un manager. Et vous serez d'accord avec moi que la plupart des entreprises aujourd'hui souffrent de ce problème de communication. Que ce soit à la maison, entre nous, amis ou encore en société, chacun, pas tout le monde, mais beaucoup de personnes souffrent de problèmes de communication. On ne communique pas. On prétend que les autres savent ce que je veux. On peut parler aussi de quelqu'un qui joue au favoritisme, surtout lorsque c'est dans les entreprises. Si vous jouez au favoritisme, il faut plutôt mettre l'accent sur le savoir-faire au lieu de sur les relations fraternelles ou encore familiales, comme c'est mon cousin, donc je le mets. Est-ce qu'il est compétent pour faire le travail? C'est ça. Combien d'entreprises aujourd'hui recrutent des gens basés sur le favoritisme? Il y en a beaucoup. Il y en a plein. Et malheureusement, après, maintenant, on va accuser les gens pour dire que le travail n'est pas bien fait. Un manager incompétent aussi, c'est quelqu'un encore qui utilise la peur ou encore la menace comme source de motivation. Il y a aussi un autre point, ce manager-là, il ne s'excuse jamais et ne reconnaît jamais son erreur. Lui, il est toujours Monsieur Right. Lui, il a toujours raison. C'est trop facile, ça. Voilà. Donc, il y a de ces patrons, vous n'allez jamais, ils vont jamais s'excuser auprès d'un de leurs employés, tant bien qu'il sait qu'il a tort. Il ne va jamais le faire. Donc, il y a un problème. Moi, je dirais simplement le parler en public, c'est avoir une communication, encore une conversation avec un ou plusieurs individus. La dernière fois, nous avons parlé là de la conversation en 7 points. Il n'y a pas quelqu'un qui ne communique pas. On communique chaque jour par le téléphone, au service, avec les amis, même en circulation, au quartier. Donc, cette prise de parole en public peut être formelle ou informelle. Le vrai problème, c'est la peur. Chacun de nous, on a peur justement quand on va se mettre devant des gens. Pourquoi on a peur? Parce qu'on a peur de l'inconnu. Comment les gens vont recevoir? Surtout si je ne veux pas en fait faire des erreurs devant des personnalités très importantes ou des personnes que je connais. Donc voilà, c'est tout. Donc c'est la peur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre la peur? C'est de faire ce que tu as peur de faire. De la dompter. Quelle est ma propre compréhension du sujet? Que savent-ils déjà du sujet que je vais partager? Et quel est mon niveau de compréhension aussi du sujet que je vais faire passer? C'est pour cela que nous parlons de compréhension, understanding. Qu'est-ce que cette même audience-là, ce même public-là, qu'est-ce qu'ils savent de ce que je vais dire et qu'est-ce que moi-même je sais de ce que je vais dire? Parce que si on ne maîtrise pas le sujet aussi, il y a un sérieux problème. Parce que l'un des problèmes aussi, c'est la non-maîtrise même de ce qu'on a à dire. Si donc toi, tu vas parler de quelque chose, alors que les gens à qui tu vas adresser ont un niveau beaucoup plus élevé, je vais dire un niveau de compréhension même du sujet plus que ce que toi tu veux dire, alors ce serait vraiment très... Moi, je ne peux pas aller parler d'un sujet dans le sens du domaine de la médecine à des médecins alors que je ne connais pas grand-chose. Donc c'est pourquoi, par exemple, si vous avez affaire, si vous devez faire, par exemple, une conférence dans une salle, c'est conseillé toujours d'aller au moins 2 jours et 1 jour avant même la conférence pour prendre même la nature ou la température même de la salle en fait et même dompter la salle si vous voulez. Et c'est toujours conseillé aussi si vous êtes un communicateur, si vous devez faire une communication devant un grand public, c'est conseillé même d'être toujours à l'heure. C'est-à-dire à ce moment, vous venez avant que les gens ne viennent dans la salle. Les gens viennent vous trouver en ce moment-là, vous avez dompté la salle. Mais si vous venez trouver que les gens sont déjà dans la salle, même votre manière de marcher, si vous ne faites pas attention, vous allez trébucher devant les gens. Clair, hein?
Donc c'est pour ça que nous parlons de l'environnement, comprendre en fait tout ceci. Mais ce que je peux dire simplement, il faut maintenant parler avec passion, avec amour, avec excellence. Éloquence. Éloquence, bien sûr. Parce que je dis généralement, quand je parle de parler avec passion, c'est très simple. Les gens disent, mais comment je peux parler avec passion? Je dis, ok, tu es une fois tombé amoureux? Il dit, oui, ok. Quand tu parles à la personne, comment tu parles? Il dit, il est devenu tellement poétique, donc il faut transférer ça. Tombe amoureux de ce que tu es en train de dire. Oui. C'est tout. Justement, le comment on le dit importe tellement que ça peut amener même les spécialistes de la matière à faire comme ça, pour t'écouter, avec beaucoup de respect, de considération, d'amour, sinon même à t'acclamer. J'ai une petite question en ce qui concerne la prise de parole en public. Oui. Qu'en est-il de l'improvisation? Très bien. Comme je l'ai dit la dernière fois, on peut ne pas être préparé. Généralement, à des soirées galantes, on prend quelqu'un par surprise. Maintenant, nous allons écouter l'allocution de son excellence, Madame Heidi. Quoi, moi? Oh, qu'est-ce que je vais dire? Mais voilà déjà, n'oubliez pas qu'on a ce qu'on appelle la pensée. C'est l'arme la plus puissante. Déjà, quand vous vous levez de votre place pour marcher vers le podium, vous ne courez pas, vous ne marchez pas aussi lentement comme caméléon. Donc, déjà, ce laps de temps vous permet déjà, comme je dis la question, pourquoi on m'a appelé devant? Il n'y a pas cette personne sur cette terre qui peut lever le doigt pour dire moi je n'ai pas de problème, je n'ai pas de soucis dans ma vie. Ou à un moment où sa vie n'a pas été découragée, démoralisée, avoir envie de tout abandonner. Parce que même les héros les plus grands au monde là, ont aussi des peurs qu'on ne voit pas. Donc en ce moment, lorsqu'on fait face à un problème, ça peut être en famille, ça peut être au service, ça peut être avec les amis, ça peut être personnel, alors il faudrait qu'on apprenne maintenant de l'aigle, je dirais simplement ce principe. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a aussi le choix. Soit c'est de rester au lit à pleurer à longueur de journée. On n'a pas dit que ça fait pas mal, ça fait très mal. C'est sûr. Mais est-ce qu'en continuant à se lamenter, à pleurer, à gémir à longueur de journée pendant des semaines, est-ce que ça va résoudre vraiment le problème? Non, pas du tout. C'est vrai, tu peux pleurer. Mais si tu continues à pleurer, à se lamenter, oh, il m'a laissé tomber, elle m'a laissé tomber, le patron a crié sur moi, mon mari a fait ceci, c'est bien, ça fait mal. Mais jusqu'à quand tu vas continuer à te lamenter de cette manière? Ce qu'il faut seulement faire, 1, il faut toujours prioriser. 2, il faut toujours avoir un focus. 3, il faut ignorer. Qu'est-ce que j'appelle ignorer? Ignorer ici, puisque tu t'es d'abord priorisé, ensuite tu t'es focalisé sur les choses les plus importantes. Troisième chose, il faut ignorer les choses les moins importantes, les distractions. Il faut les ignorer et te focaliser. Je pense que c'est ce que l'aigle fait. Lorsqu'il a une vision, il arrive à prendre sa proie. Si tu n'as pas priorisé, tu n'as pas eu un focus, tu n'as pas ignoré les choses les moins importantes, tu auras toujours des problèmes. Qui n'a pas de défis dans cette vie? Vous savez, le monde entier a des défis. Chaque continent a des défis. Chaque pays a des défis. Chaque peuple dans chaque pays a des défis. Chaque famille a des défis. Et chaque individu a des défis. Quel que soit notre niveau de vie dans la société, nous avons tous des défis. Maintenant, comment arriver justement à gérer ces défis-là? Parce que si nous n'arrivons pas à gérer ces défis, là encore, il y aura encore trop de problèmes. Et s'il y a trop de problèmes, il y aura de frustration. Il y a des frustrations, nous allons avoir encore des conflits et des conflits. Donc, il faut savoir quelle action il faut mettre où, quand et pourquoi. Et ensuite, vient le résultat. Si je mets cette action, qu'est-ce que je m'attends comme résultat? Si tu sais quel résultat tu t'attends, alors tu sauras quelle action il faut. Mais si vous vous rappelez, on a parlé, mon engagement détermine mon action. C'est ça. Pourquoi tu t'énerves de la sorte? Pourquoi de telles actions, qu'elles soient positives ou négatives? Pourquoi? Qu'est-ce que tu recherches forcément? Et pose-toi la question. Qu'aurait été le Burkina ou qu'aurait été ta famille sans toi? C'est vrai. Tu ne peux pas réaliser quelque chose dans ta vie s'il n'y a pas une vision, s'il n'y a pas un objectif que tu poursuis. Et comme on le dit, tu ne peux pas rater quelque chose que tu ne vises pas. Tu ne peux même pas rater quelque chose que tu n'as jamais visé. Puisque tu ne l'as même pas visé, comment tu vas la rater? C'est ça. Donc à ce niveau, je dis simplement, il faut avoir une vision. Maintenant la question se pose, mais c'est quoi une vision? Donc j'ai défini la vision comme étant l'image actuelle de la réalité de demain. En ce qui concerne les valeurs, est-ce que ce sont nous-mêmes, est-ce que c'est nous-mêmes qui nous les fixons ou bien ce sont des valeurs que on nous a inculquées dès le bas âge ou bien comment ça se passe? Bien sûr, il y a l'un et l'autre. Il y a des valeurs qu'on nous a inculquées dès le bas âge.
Bien sûr, je dis toute famille doit avoir, si vous voulez, une constitution à suivre. C'est-à-dire que les valeurs sur lesquelles vous bâtissez votre famille, je sais qu'il y a des valeurs dans votre famille qui peut-être ne contrent pas dans d'autres familles, parce que chaque famille a des valeurs qu'elle poursuit. Donc il y a des valeurs qu'on nous inculque dès le bas âge. Il y a aussi des valeurs que nous apprenons lorsque nous grandissons dans la société, avec les amis, à l'école et avec les expériences professionnelles également. Et donc il y a de ces valeurs-là qu'on apprend avec des amis, il y a d'autres qu'on... Attends, ça là... ça ne peut pas beaucoup m'aider. Il faut que je l'écarte. Mais de côté. Bien sûr. Et donc, il y a des valeurs aussi que nous-mêmes, on se fixe. Pour dire, vu mon objectif, vu ma valeur, vu mon ambition, vu mon projet, il nous faut ceci et cela. Donc, c'est cette vision-là qui va guider l'investissement de tes finances. C'est cette vision-là qui va déterminer les livres que vous lisez. C'est cette même vision qui va déterminer le choix de vos amis. C'est cette même vision-là qui va déterminer même ton alimentation. C'est cette même vision-là qui va déterminer, enfin, je dirais, toute action que tu poses. Je dirais simplement que chaque minute, si vous voulez, je peux commencer par chaque seconde. Chaque seconde, de chaque minute, de chaque heure, de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois, de chaque année, en fait, en posant des actions. Et ces actions-là sont conséquences de notre vision. Si j'ai quelque chose à viser, un projet à réaliser, ça me permet en fait de ne pas aller être ami avec tout le monde. Vous vous rappelez, nous avons parlé des 4 types d'amitié sur ce plateau-là. Ça nous permet de savoir qui est-ce que je peux mettre dans mon cercle fermé, qui est-ce que je peux m'attacher, qui est-ce que je peux discuter avec, qui est-ce que je peux parler au téléphone, avec qui je peux être ami sur les réseaux sociaux. Donc, ça nous permet même le choix de nos amis, ça nous permet même ce que nous mangeons. Comment nous nous habillons, comment nous parlons, comment nous discutons avec les gens. Je dis tout, c'est la vision. Parce que c'est elle qui nous guide. Elle est comme en fait le carburant qui nous permet de pouvoir bouger. Dans cette vision-là, ce serait très difficile de pouvoir en réalité réaliser son objectif. Très difficile, je vous dis, ce serait très difficile. Sans vision, alors rappelons-nous, la vie ne se mesure pas par sa durée, mais par ce à quoi elle a servi. Mais pour que ta vie serve à quelque chose, il faudra avoir une vision qu'on poursuit chaque jour qu'on se lève. Et il faudrait qu'on arrive aussi à être comme des snipers, qu'on ait une vision. Et il y a Helen Keller, une américaine des années 1800, qui était aveugle et sourde à l'âge de 22 mois d'ailleurs, qui a dit plus tard dans sa vie que la plus grande tragédie dans la vie, c'est d'avoir de vue et de manquer de vision. Je dis waouh. C'est d'avoir des yeux, c'est d'avoir de vue et de manquer de vision. Ça parle. La grande question maintenant, c'est quoi toi ta vision pour le Burkina, pour ta famille, pour l'entreprise où tu travailles, pour ta vie, pour ta vie. La vision, elle est gratuite. Elle est exempte de toute taxe douanière. Mais son accomplissement coûte très cher. Ah oui, ça c'est clair. Ça coûte très cher. La productivité et l'efficacité dans une entreprise dépend effectivement des émotions des uns et des autres. Mais il se trouve que beaucoup de gens sont aujourd'hui émotionnellement malades et souffrants dans les entreprises, dans les familles. Et quand on est émotionnellement malade ou souffrant, tu t'imagines voir les conséquences que ça va avoir sur le travail, ça va impacter la productivité, ça va impacter l'efficacité même de la personne. En anglais, vous voyez, vous prenez le mot danger. Pour trouver la colère, vous enlevez seulement le D. Et vous avez anger. Alors il est dit que anger, je vais le traduire, anger is one letter short of danger, qui veut dire simplement que la colère, c'est une seule lettre de moins du danger. Donc lorsque vous prenez le mot danger, vous enlevez seulement le D, vous avez la colère. C'est pour dire que chaque fois que chacun de nous est en colère, c'est pour dire que nous sommes à un pas du danger. Donc une fois que tu es en colère, c'est bien normal que tu sois en colère. Mais quand tu es en colère, alors danger. C'est cet espace-là. Danger. Qu'est-ce que tu en fais? Donc, ce que je voudrais que les gens puissent retenir ce matin, c'est seulement ce concept de serre. C'est le stimulus, c'est l'espace et c'est la réaction. Entre le stimulus, c'est-à-dire ce qu'on t'a fait, et ta réaction, ta réponse, il y a l'espace. Et même si l'espace c'est 2 secondes, c'est 10 secondes, c'est 15 jours, peu importe le temps, c'est toi qui as le pouvoir de gérer cet espace. Et maintenant, la gestion de cet espace-là, maintenant, qui va déterminer la suite des événements. D'accord. Si on se comprend bien, c'est la gestion justement de cet espace entre le stimulus et la réponse ou la réaction qui va justement vous permettre de gérer la suite de cet événement. Ce n'est pas toi, c'est une question de nous. Donc ici, en conclusion, au niveau de win-win, c'est toujours barrer le moi et de mettre le nous devant. Ce n'est pas de ta manière, ce n'est pas de ma manière, mais c'est de notre manière. Tout un ensemble. Voilà. De toutes les façons, il faut se mettre à l'idée qu'on ne peut jamais
toujours gagner. Il y a des moments que nous allons perdre. Il arrive des fois que notre corps même tombe malade. Mais oui. Alors, donc, si ça arrive, moi, ce que je fais d'habitude, c'est de faire un flashback. De revoir toutes ces victoires que j'ai eues. Ça me permet quand même de me motiver. Oui. Il arrive qu'on perd, c'est normal. Formons tous un bloc. L'œil, le nez, la langue. Si moi je suis la langue, je ne peux pas empêcher l'œil de ne pas faire son travail. C'est vrai. Maintenant, toi, tu constitues quoi pour ce corps humain? Donc, lorsque vous prononcez le mot motivation, c'est comme si vous avez en fait le motif de l'action. Oh, ok. Motif de l'action. D'accord. Donc, quel est le motif des actions que nous posons en réalité chaque jour de notre vie? Donc, lorsque vous prenez l'engagement, directement, vous avez affaire à l'action. Qui parle d'engagement parlera forcément d'action. Si tu es engagé, tu me dis oui, je suis engagé à ce que l'entreprise avance. Mais quelles sont les actions que tu poses chaque jour pour que l'entreprise puisse avancer? Tu dis tu es engagé pour que la relation, aspect professionnel, familial, amical, pour que ça puisse marcher. Mais quelles sont ces actions que tu poses chaque jour pour que cette relation puisse marcher? On t'a confié une activité, on t'a confié du boulot. Tu dis oui, je suis engagé à le faire. Mais quelles sont les actions que tu poses chaque jour qui prouvent vraiment que tu es engagé? Tu ne peux pas me dire tu es engagé sans action. Quelles sont ces actions que tu poses? Donc, lorsque vous prononcez le mot motivation, c'est comme si vous avez en fait le motif de l'action. Oh, ok. Motif de l'action. D'accord. Donc, quel est le motif des actions que nous posons en réalité chaque jour de notre vie? Donc, lorsque vous prenez l'engagement, directement, vous avez affaire à l'action. Qui parle d'engagement parlera forcément d'action. Si tu es engagé, tu me dis oui, je suis engagé à ce que l'entreprise avance. Mais quelles sont les actions que tu poses chaque jour pour que l'entreprise puisse avancer? Tu dis tu es engagé pour que la relation, aspect professionnel, familial, amical, pour que ça puisse marcher. Mais quelles sont ces actions que tu poses chaque jour pour que cette relation puisse marcher? On t'a confié une activité, on t'a confié du boulot. Tu dis oui, je suis engagé à le faire. Mais quelles sont les actions que tu poses chaque jour qui prouvent vraiment que tu es engagé? Tu ne peux pas me dire tu es engagé sans action. Quelles sont ces actions que tu poses? Mais si nos politiciens disent qu'ils sont engagés pour que ce pays puisse avancer, posons-nous ces questions. Quelles sont ces actions concrètes que nos politiciens posent pour que notre pays puisse avancer? Quels sont les motifs des les motifs de leurs actions. Si vous êtes vraiment engagés, quels sont ces motifs de ces actions qu'ils posent? Et quelles sont d'ailleurs ces actions qu'ils posent qui prouvent vraiment que... D'ailleurs, même il y a un mot, les engagements nationaux. Oui, mais quelles sont ces actions que nos politiciens posent pour réaliser ces engagements nationaux? Posons-nous la question. Donc, à partir de nos politiciens, nos leaders politiques, religieux, quelles sont ces actions chaque jour que chacun pose pour la réalisation? Aujourd'hui même, d'ailleurs, c'est l'indépendance. Quelles sont ces actions qu'on pose? Au niveau maintenant personnel, quelles sont les actions que moi je pose pour que le Burkina puisse avancer? Quelles sont les actions que chacun de nous pose pour que le Burkina puisse avancer? Quelles sont les actions que nous posons pour que nos entreprises différentes puissent avancer chaque jour? Si c'est moi-même, assois-toi ici. On va causer. Ton caractère de cette manière, pourquoi est-ce que tu te comportes de cette manière? Ça, je me parle à moi-même. Pourquoi tu te comportes de cette manière? Pourquoi est-ce qu'au service, tu es aussi paresseux de cette manière? Pourquoi est-ce qu'avec telle personne, tu as une telle attitude, mais avec l'autre, là, tu as une attitude négative? Pourquoi? Quel est le vrai motif? Qu'est-ce qui t'amène à faire ceci et cela? Donc, je pense que si nous avons vraiment le courage d'être vraiment objectifs en se posant ces questions-là, on aurait vraiment moins de problèmes dans nos sociétés. Peu importe qui nous sommes. Il y a une question que j'ai l'habitude de demander aux gens qui demandent mes petits services. Veux-tu que je te dise ce que tu veux entendre ou veux-tu que je te dise ce que tu dois entendre? Si tu veux que je te dise ce que tu veux entendre, désolé, je ne suis pas la bonne personne. Parce que je ne peux pas te dire ce que tu veux entendre. Moi, je préfère te dire ce que tu dois entendre. Et ce que tu dois entendre peut ne pas te plaire. Mais il faut que je te le dise. L'exercice que j'ai l'habitude de faire aux gens. Vous prenez une feuille blanche. La première partie, vous écrivez, faire ressortir toutes vos qualités. Deuxième partie, vous faites ressortir tous vos défauts. Et voilà, pas beaucoup, hein, merci. Quand on fait ce exercice le plus souvent, lorsque je dis qualité, vous allez voir qu'à une minute, il y a des gens qui vont remplir la première page. Côté qualité, défaut, je vous assure que ça ne dépasse pas un ou deux défauts. Et défaut, d'autres même laissent, ils disent non, je n'ai pas de défaut. Mais quand je dis, ok, regarde maintenant ton ami, fais ressortir les défauts de ton ami. Vite. Venez voir. En une minute là, il est ceci, il est cela. Il dit, mais comment maintenant se fait-il que toi, tu es incapable de faire ressortir tes défauts? Ah non, il y a des gens qui pensent que je suis colérique déjà. Ah, vous voyez, on n'est jamais honnête. Si vous ne me connaissez pas,
que la femme, demandez à votre mari, ou bien demandez à une femme de faire ressortir les défauts de son mari. Ou encore vice-versa. Ouais, dites à l'homme de faire ressortir les défauts de sa femme. Peut-être même jusqu'à demain matin, vous n'en avez pas fini. Mais lorsque vous lui dites de faire ressortir les qualités, généralement, non. Mais quand c'est soi-même, là, on croit qu'on a tellement de qualités à ne point finir. Mais les défauts, on dit non, j'en ai juste un peu. C'est le reflet, non, notre caractère, notre comportement, notre homme intérieur, qu'on reflète sur les autres en disant telle personne est ceci. Mais toi-même, tu es comment? Mais combien sommes-nous vraiment aujourd'hui capables vraiment de se remettre en cause, de faire ressortir ces qualités? Si ok, à l'entreprise, si on peut l'appliquer, je l'aime toujours dit, c'est un audit interne qu'on fait dans les... Si on fait un audit pour les entreprises, pourquoi est-ce que chacun de nous ne peut pas faire un audit sur soi? Faisons un audit sur soi, au lieu de commencer à accuser les autres, que je commence à m'accuser moi-même, que je fasse ressortir vraiment mes qualités, oui c'est bien, mais surtout aussi mes défauts. Et je veux voir qu'en réalité, on aurait vraiment moins de problèmes avec les uns les autres. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on se suffit à nous-mêmes, on croit que nous sommes des super saints, super hommes, que c'est les autres. L'erreur est toujours chez l'autre. C'est pourquoi je disais qu'on n'écoute pas en fait pour comprendre, on écoute pour répondre. La plupart d'entre nous, on n'écoute pas pour comprendre, on écoute pour répondre. Mais je sais pas, j'ai un petit souci avec l'écoute active. Il y en a qui sont de mauvaise foi, qui font semblant d'avoir une écoute active, qui comprennent très bien ce que vous dites, mais qui reformulent autrement. Juste pour vous embêter. Exactement. Mais ça, c'est plutôt méchant. Mais tu vas faire ça. Et là, moi, je suis désolé, je ne veux même pas les appeler l'écoute active. Parce que quand c'est l'écoute active, n'oubliez pas, il y a le respect, il y a la considération dedans. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Donc, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi que tu exposes ou que tu exprimes à l'extérieur maintenant de toi. Donc, je dirais simplement que les relations intrapersonnelles sont une condition sine qua non pour pouvoir avoir une très bonne relation interpersonnelle avec les autres. On a discuté d'une technique qu'on appelle la technique du CER. CER, c'est simplement le stimulus, espace et puis réaction. Le stimulus, c'est toute chose que quelqu'un peut faire pour vous provoquer. La réaction, c'est votre réponse à ce que la personne vous a fait. Et l'espace, entre ce que la personne vous a fait et votre réaction, il y a toujours un espace. Et on dit, c'est l'utilisation de cet espace maintenant qui détermine tout. Donc, du moment que tu as une très bonne relation avec toi-même, tu sais en fait comment tu ressens. Même si quelqu'un te provoque, tu as cet espace. Comment tu utilises l'espace? Donc on devrait avoir une meilleure maîtrise de soi. Ça, il le faut forcément. Sinon, tu vas toujours mordre tous les hameçons que la vie te lance. Et ce serait vraiment malheureux. Parce qu'à la maison, on va te provoquer, au service, on va te provoquer, en circulation, on va te provoquer, partout, on va te provoquer. Si toi-même, tu n'arrives pas à savoir comment ta manière de réagir, ta manière d'agir, de réagir, de penser, de réfléchir, comment tu vas avancer? Tu seras toujours obligé de mordre à toutes les provocations que la vie te lance. Donc je me dis qu'il faut toujours travailler sur soi. Combien sont ces secrétaires de direction ou assistants de direction qui n'ont jamais reçu d'appréciation de la part de leur boss? Combien sont ces employés qui n'ont jamais reçu d'appréciation de la part de leur patron? Combien sont aujourd'hui ces femmes qui ne reçoivent pas d'appréciation de la part de leur mari? Combien aussi sont ces femmes qui ne savent même plus apprécier le peu que dans leur mari, parce que prenant ceci comme un acquis, oubliant que quelque part quelqu'un d'autre n'a même pas le tiers de ce qu'elles ont. C'est ça. Comme quelqu'un l'a dit, j'ai longtemps pleuré parce que je n'ai pas de chaussures jusqu'au jour que j'ai rencontré quelqu'un qui n'a pas de pieds. Donc je voudrais qu'au milieu de nos relations réussies et échouées, au milieu des difficultés de la vie sociale, amicale, familiale, spirituelle si vous voulez, financière, au milieu aussi des soifs où nous voulons réaliser les objectifs spécifiques et stratégiques des entreprises, que nous puissions nous stopper un jour aussi et nous féliciter et se féliciter les uns des autres, ou nous apprécier les uns des autres afin de pouvoir mieux avancer. Et l'appréciation, elle doit être spécifique. On ne félicite pas quelqu'un juste pour féliciter. C'est pour quand quelqu'un vient te dire « Ah, je demande pardon ». Mais la première chose que tu vas lui demander, pardon pourquoi? Donc, lorsqu'on apprécie quelqu'un, on doit être spécifique. Daisy, félicitations pour ça. Heidi, félicitations pour ceci. Kiragoulou, félicitations pour ceci. Est-ce qu'on a une image? Oui, on a une image, mais je voudrais qu'on présente l'image jusqu'à la fin. Après, d'accord. Elle doit être sincère. D'accord, que ça vienne du cœur. Bien sûr, il faut que ça vienne du cœur. Si vous voulez, ce que je vais dire par sincère, il faut que ce soit loin de l'hypocrisie. L'appréciation doit être immédiate.
ne faudrait pas que quelqu'un fasse quelque chose puis on attend 10 ans avant de l'apprécier. Quelqu'un fait quelque chose tout de suite, tu l'apprécies. Mais il faut que les gens sachent une chose. Nous ne sommes pas en train de dire sur ce plateau qu'on doit apprécier même la paresse ou encore un travail mal fait. Non, il ne faut pas apprécier juste pour faire plaisir à la personne. Non, lorsqu'il faut punir, il faut punir. Mais lorsqu'il faut apprécier aussi, il faut savoir apprécier. C'est pourquoi j'ai dit, combien de sont ces secrétaires comptables ou encore secrétaires de direction ou assistants de direction qui, depuis des années, n'ont jamais reçu d'appréciation de la part de leur boss. Il y en a. Il y a certains qui reçoivent, il y a certains qui ne reçoivent pas. Il y a d'autres patrons, lorsqu'ils parlent à leurs employés, c'est comme si, en fait, on dirait des cailloux qu'on allait ramasser quelque part venant dans l'entreprise. J'en ai vu. On crie sur les ailes, alors que tu oublies, c'est femme de quelqu'un, c'est maman de quelqu'un, c'est fille de quelqu'un aussi, mon ami. Il y a des gens, quand on dit on travaille 8 heures par jour, mais il y a des gens, écoutez, à partir de 8 heures, les gens sont au boulot, c'est pour descendre à 18h, 19h, d'autres même descendent à 20h, aller trouver que les enfants dorment. Et même le samedi, le week-end du mois, les gens n'ont pas le temps encore de passer avec leur famille, ils sont obligés encore de venir en entreprise travailler. Et tout ceci, toi, tu ne vois pas afin de les apprécier, tu penses que c'est un acquis. Ah oui, c'est moi, je vous paye. Mais tu ne les payes pas cadeau, mon ami. Après tout, si tu devrais les payer façon dont ils travaillent, je ne crois pas que tu allais pouvoir arriver à les payer sincèrement. Donc les gens, des fois, on manque de respect à certains personnes pour dire après tout, c'est moi, je les paye. Si tu devrais payer vraiment les services que les gens produisent, tu dois réfléchir beaucoup. L'appréciation est exempte de mais. Un exemple. Partons dans un restaurant. Ah, madame, votre restaurant, vous êtes le number one. Vous êtes ceci et cela. Vous faites ceci et cela. Ah, on vous apprécie. Votre nourriture, il est comme ça. Franchement, j'apprécie. Mais c'est plus une appréciation. Qu'est-ce que la personne va penser? Ou bien encore, ah oui, on voit une fille, on l'apprécie, tu es belle, tu es ceci, tu es cela, mais. Ou bien le patron dit, ah, monsieur un tel, madame un tel, on vous apprécie, vous êtes ceci, cela. Mais. La suite ne sera pas jolie. La suite ne sera pas jolie. Mais, donc vous voyez, lorsqu'on ajoute, si on veut apprécier la personne, il faudrait que le mais disparaisse. Combien sont ces personnes qui ne sont pas appréciées à leur juste valeur? Combien de relations sont aujourd'hui mal nourries ou encore se gâtent juste parce que manque d'appréciation? Le monsieur se bat, j'ai pas dit tous les garçons, il se bat comme il peut, il arrive à te donner un peu quelque chose et toi tu trouves que c'est pas suffisant. Pas d'appréciation. Certaines femmes aussi, elles font tout pour cuisiner avec le peu que le monsieur donne. Il vient aussi, ah non, le sel a dépassé, il n'y a pas de viande. Toi, tu as donné l'argent de viande. Tu as donné l'argent de viande. Vous faites pas l'âme des femmes. Donc, il y a certaines personnes qui n'avancent pas dans leur vie tout simplement parce que ça manque d'esprit d'appréciation. C'est tout. Donc, on apprend à se féliciter, à s'apprécier à notre juste valeur. Et je pense que la société ira mieux. Je crois que d'ailleurs, même quand on prie Dieu, des fois, on n'est pas spécifique aussi dans nos prières. C'est pour ça que l'exaucement aussi. Absolument. Donc je crois que, comme vous l'avez dit, c'est vraiment être spécifique dans l'appréciation. Soit c'est sur l'habillement, soit aussi ça doit être un travail que la personne a fait au service. Et vous l'appréciez sur le résultat obtenu dans telle ou telle chose. Qu'est-ce qui est vraiment dans le cœur? Dans qu'est-ce qui nous préoccupe le plus? Ou lorsque nous sortons de chez nous le matin, j'aime toujours poser cette question: suis-je un problème ou une solution pour autrui? Oui. Qu'est-ce qui me préoccupe le plus en tant que politicien, en tant que DG, en tant que collègue, en tant que mari, en tant que femme, en tant qu'enfant ou en tant qu'encore ami? Qu'est-ce qui me préoccupe le plus en famille, au travail et si vous voulez aussi au boulot ou encore avec les amis? Je pense que chacun de nous, nous avons un commun dénominateur et ça s'appelle la mort. Oui. Qui que nous soyons dans la vie, quel que soit notre statut social, à un moment. Ça c'est clair et net. Je ne peux pas comprendre pourquoi est-ce que je dois détester mon frère ou ma soeur parce que nous ne partageons pas les mêmes idées politiques ou parce que nous ne partageons pas la même confession religieuse et je vais tuer cette personne alors que la mort arrive à petits pas ou à grands pas. Quel que soit, que je le tue ou pas, de toutes les façons la mort va venir. Alors pourquoi est-ce que je vais gaspiller ce temps-là pour éliminer ou bien détester quelqu'un? J'étais quelqu'un qu'on appelait action-réaction. Écoutez, si vous m'avez connu il y a quelques années, on ne pouvait pas se dire bonjour. Je vous garantis, les amis qui me connaissent les savent très bien. Tu me fais, je te fais, même si tu as une... Enfin, à moins que tu vas me tuer. J'étais réactionnaire, névrotique. Et un jour, quelqu'un nous a énervé qu'on devrait tabasser. En fait, j'étais vraiment celui qui était le plus énervé en ce moment, mais j'étais le plus jeune. Et j'ai dit non, écoutez les gars, on ne va pas le faire maintenant. On va, tant qu'on va retourner chez nous, dans notre ville, on va le tabasser.
Il nous a dévancé à 4h du matin, nous on est partis à 8h. Quand on est arrivé, j'ai dit, écoutez, on va aller dans son travail, on va le tabasser avant de partir. On dit, non, écoutez, il n'est pas au boulot. Il dit, on n'a qu'à aller chez lui à la maison, on va le tabasser. On arrive chez lui à la maison. Malheureusement, on arrive à trouver que le monsieur, il est décédé. Il avait mon âge. Ça fout là. Depuis ce jour-là, comme les gens disent, Abana, la colère, toutes ces choses, il faut les enterrer. Ça ne sert absolument rien. Chaque être humain a son prix. Je ne dis pas en termes financiers, mais en termes de valeur. Chacun a une valeur. Donc, quelle est cette valeur que tu te donnes à toi-même? Quelle est cette valeur-là? Quelle est cette étiquette que tu te donnes? Dans l'estime de soi, on peut dire simplement, c'est ce que tu penses de toi-même ou bien c'est ce que tu penses être. Je mets beaucoup l'accent ici sur le mot être et non le mot paraître. Parce que beaucoup d'entre nous, on paraît devant les gens. Mais en réalité, qui sommes-nous? Donc l'idée ici, c'est de mettre l'accent sur l'être. Qui sommes-nous vraiment? Qui nous sommes et la personne que nous voulons être dans la vie. La grande différence seulement réside dans les actes que nous posons chaque jour. Il y a la personne que nous sommes, il y a la personne que nous voulons être. Mais qui nous sommes et qui nous voulons être, la seule différence, c'est simplement les actes que nous posons chaque jour. Et dans la question qu'on va se poser sur ce plateau avant de se dire au revoir, quels sont les actes que je pose chaque jour de ma vie? Le type de personnes avec qui on s'associe, en fait, ces personnes-là, soit elles nous tirent vers le haut ou elles nous tirent vers le bas. Soit elles nous tirent vers notre succès ou elles nous tirent vers notre défaite ou bien notre échec en réalité. Et dans le mot ami, il faut simplement se dire qu'il y a toujours le mot âme. Et on sait très bien qu'on ne peut pas lier son âme avec tout le monde ou encore avec, entre guillemets, n'importe qui. C'est pour ça que c'est très important en fait, de faire le choix de nos amis en fait. Le type d'amitié que nous entretenons avec les uns des autres révèle le niveau d'engagement qu'on a envers les autres. Si j'entretiens une amitié peut-être d'utilité ou encore de proximité ou encore d'ennemis communs avec quelqu'un, c'est ça qui va déterminer mon niveau d'engagement envers la personne. Le type de personnes avec qui on s'associe en fait, ces personnes-là, soit elles nous tirent vers le haut ou elles nous tirent vers le bas. Soit elles nous tirent vers notre succès ou elles nous tirent vers notre défaite ou bien notre échec en réalité. Et dans le mot ami, il faut simplement se dire qu'il y a toujours le mot âme. Et on sait très bien qu'on ne peut pas lier son âme avec tout le monde ou encore avec, entre guillemets, n'importe qui. C'est pour ça que c'est très important en fait, de faire le choix de nos amis en fait. Le type d'amitié que nous entretenons avec les uns des autres révèle le niveau d'engagement qu'on a envers les autres. Si j'entretiens une amitié peut-être d'utilité ou encore de proximité ou encore d'ennemis communs avec quelqu'un, c'est ça qui va déterminer mon niveau d'engagement envers la personne. Je me rappelle sur ce plateau, j'ai dit quelque chose, quand on a un objectif en fait, il faut d'abord prioriser. Après avoir priorisé, il faut en fait faire un focus. C'était le deuxième point. Après le focus, maintenant il faut ignorer. Et ignorer c'est quoi? C'est pour abonder dans le même sens que il faut faire un balayage justement. Il faut balayer. Malheureusement, si on ne fait pas ça, on est amis à tout le monde. En fin de compte, on n'a pas d'amis. On n'a pas d'amis. Un exemple, combien de gens ont des milliers d'amis sur les réseaux sociaux. Mais je disais que si, en fait, l'approbation de ces amis virtuels était proportionnelle à l'approbation des amis en face de toi, ça allait être cool. Malheureusement, ce n'est pas j'ai 2000, j'ai 5000, oui, c'est bien. On doit faire très attention à nos relations. Parce que, rappelez-vous, on a parlé ici du modèle océan des personnalités. Voilà. Donc, en fait, à ce niveau, que ce soit des personnes ouvertes, consciencieuses ou encore névrotiques, si tu te lis avec une personne névrotique, mais tu vas finir par devenir une personne névrotique. Parce que la personne va tellement t'embobiner avec ses pensées. Donc, tu vas finir par... Avec qui est-ce que tu t'associes dans la vie? D'où l'adage, dis-moi qui tu es. Voilà le plan, je veux que tu construis de telle manière. Lui donner tout le matériel qu'il faut. Alors il est parti. Au bout il est revenu de son voyage, il est revenu trouver qu'effectivement la maison est bien construite, tout, et voilà. Donc le patron a pris les clés de maître maçon et dit c'est pour toi, c'est pour te remercier pour tout ce que tu as fait. Mais le problème c'est quoi? C'est que comme le patron ne venait plus en ce moment, alors le monsieur a passé le temps à mettre plus de sable que le ciment. Oh là là! Il a tellement dilapider tout ce qu'il fallait, vendre le ciment, faire tout. Et puis, mais la maison du dehors, elle est jolie. Mais il n'y a pas à faire, elle n'est pas solide. Le monsieur, au lieu de remercier le patron, il a commencé à pleurer. Parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Parce qu'il sait ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a fait vraiment avec un focus? Comme le patron n'est pas là cette fois-ci pour voir, alors je fais ce que je veux. Pourquoi je fais ce que je fais? Pour moi, tout ce que vraiment tu es en train de faire, que ce soit dans ton projet, que ce soit au service, que ce soit une relation qui est en train vraiment d'être brisée, que ce soit une question de je veux avoir pardonné quelqu'un mais je n'arrive pas à pardonner quelqu'un, il faut toujours te poser cette question.
pourquoi je le fais. Pourquoi je le fais ou pourquoi je n'arrive pas à le faire. Et tu verras vraiment que tu trouveras. En fait, la plus grande difficulté n'est même pas le comment, mais c'est le pourquoi. Donc, une fois qu'on a le pourquoi, on aura le comment. Non, le comment viendra tout seul. Ce n'est pas pour comment je pars au travail, mais pourquoi je pars au travail. Ce n'est pas comment je me suis marié, mais pourquoi je me suis marié. Ce n'est même pas comment j'ai eu mon travail. Pourquoi? Il faut toujours accompagner toutes nos actions par le pourquoi. Qu'est-ce qui me motive à faire cet appel? Qu'est-ce qui me motive à être ami avec telle personne? Qu'est-ce qui me motive à vouloir être employé dans telle entreprise? Qu'est-ce qui me motive à vouloir être ceci? Qu'est-ce qui me motive à vouloir faire ceci? Qu'est-ce qui me motive? Franchement, qu'est-ce qui me motive? Donc une fois qu'on a vraiment ça, Daisy, il n'y a rien qui pourra nous arrêter. Absolument rien. On n'arrive pas à prendre une décision, alors que c'est très important de pouvoir prendre une décision. Tu as fait l'observation, tu as fait l'orientation, maintenant il faut prendre une décision. À l'issue de cette décision maintenant, il faut maintenant faire une action. C'est là où je parle maintenant du plan d'action. Et le plan d'action, vous allez vous rendre compte, comme je vous l'ai dit au début, c'est un plan détaillé décrivant les actions nécessaires pour réaliser votre vision que vous avez fait au début. Il faut prendre une action, que ce soit au service, dans notre vie, même en termes de comportement, on peut même faire une observation. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi en réalité? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec ma relation professionnelle, ma relation spirituelle, ma relation sentimentale, ma relation sociale, familiale? On fait une observation, qu'est-ce qui ne va pas? Et ensuite, on peut s'orienter en écartant en fait ce qui va maintenant pour agir sur ce qui ne va pas. Et vous allez voir en réalité qu'on peut bien s'en sortir. Donc, ce concept nous aide simplement à pouvoir d'abord savoir ce qu'on veut réaliser dans notre vie en ayant une vision justement. Et deuxième chose, à pouvoir avoir un plan d'action, c'est-à-dire un plan détaillé avec les actions nécessaires qui peuvent nous permettre en réalité de réaliser notre vision, notre projet, notre vie. Jusqu'à quel point es-tu honnête envers toi-même, envers tes projets? Et j'ai dit généralement à 3 personnes, et je mets ça entre guillemets, que tu ne peux jamais mentir quoi que tu fasses. Quand on parle d'honnêteté, 1, je dis bien entre guillemets parce que c'est Dieu. Tu ne peux jamais mentir à Dieu. 2, c'est Satan. 3, c'est ta propre conscience. Tu ne peux jamais mentir à ta propre conscience. Combien de présidents sont sensibles aux souffrances de leur propre population? Il y a des médecins, je ne dis pas tous les médecins, il y a des médecins qui ne sont pas sensibles aux souffrances de certains patients dans certains hôpitaux. Combien de pères de famille aussi ne sont pas sensibles aux souffrances de leurs propres enfants? Combien sont ces patrons, ces DG qui ne sont pas sensibles aux souffrances de leurs employés? On peut mettre le cap sur le mot sensibilité. Des présidents, des députés, des maires, les leaders politiques et religieux. Il y a certaines justement qui ne sont pas sensibles aux souffrances des gens qui le suivent, aux souffrances des gens sur qui ils prétendent diriger et où ils prétendent être le leader. C'est un choix que l'on opère entre les émotions négatives et les émotions positives. D'accord. Mais si vous demandez trop, ça veut dire que vous faites trop de retrait, vous allez finir par avoir un sol négatif, ou comme on dit, le compte est au rouge. C'est sûr. Si vous faites trop si vous demandez trop aussi à votre conjoint, au conjoint, à votre collègue ou à votre ami, sans faire de dépôt, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous respecter beaucoup et vous ne respectez pas la personne, c'est pas possible. Donc c'est pourquoi j'ai dit, si vous demandez trop et vous ne déposez pas, alors vous allez finir par avoir un compte rouge. On se pose la question au service là, si je te parle là, le service allait être comment? Si je te parle à la famille, ma famille allait être comment? C'est très simple. Donc si tu connais ton important, tu saurais jouer le rôle qu'il faut. Et faire ressortir maintenant ton compte bancaire émotionnel. Donc ce n'est pas comment je vais à l'école, mais pourquoi je pars à l'école. Ce n'est pas comment je vais au boulot, mais pourquoi je vais au boulot. Si vous voulez même, ce n'est même pas comment je me suis marié, mais pourquoi je me suis marié. Mais c'est plutôt pourquoi je dois me marier. Donc il y a des mariages à 50 000 francs, il y a des mariages à 500 000, il y a des mariages à 5 millions. Des mariages à 50 millions. À 50 millions si vous voulez. Mais là, tout ça c'est bien, je ne dis pas que c'est un folklore, tout ça c'est bien, c'est le comment. Mais la question primordiale c'est pourquoi je me marie. Ce n'est même pas comment je vis, mais pourquoi je vis. Wow. Donc une fois qu'on arrive à se poser ces questions en réalité, ça nous amène à être, si vous voulez, un peu plus sérieux dans nos actions. La question c'est, ce n'est même pas comment je vais trahir ou tromper mon partenaire ou ma partenaire, mais pourquoi tu dois le faire. Si c'est au boulot, il y a des gens qui sont là au boulot qui ne manquent que des coups bas pour faire du mal à leurs collègues. Ce n'est pas comment tu vas monter tes coups bas de ceci, cela, mais pourquoi tu dois le faire. Mon employé là, ça fait 2 ans, le gars il n'est plus motivé, Monsieur,
pourquoi ton employé n'est plus, ou bien ta secrétaire, pourquoi elle n'est plus motivée? Peut-être que la faute vient de toi. Oui. Alors donc il faut qu'on se pose toujours la question pourquoi. Au lieu de dire ah non, je regarde comment il fait ça. Pourquoi il fait ça? Pose-toi la question. Oh oui, il est devenu maintenant, il s'énerve vite avec moi. Pourquoi est-ce qu'il s'énerve vite avec toi? Peut-être au début il ne s'énervait pas vite avec toi. Pourquoi maintenant il le fait? Donc chacun de nous doit pouvoir se poser ces questions-là en réalité. Et puis il va. Une fois que tu n'es même pas spécifique, il faut se dire déjà que tu es mal parti ou bien tu es bien parti pour échouer. Pour échouer. Voilà, tu es bien parti pour échouer. Une fois que tu n'es pas vraiment spécifique. Alors donc si tu fais attention à ton attitude, alors tu vas réussir à 100%. Si tu t'amuses avec ton attitude, tu vas échouer lamentablement. Pourquoi? Parce que c'est aussi, bien sûr à 100%. Parce que c'est l'attitude qui dicte, qui guide chacune de tes actions, chacune de tes réactions, ta manière de faire, ta manière de t'habiller, ta manière de réagir et d'agir, ta manière de travailler, ta manière de faire toutes choses, c'est l'attitude. Donc pour dire que ce ne sont pas tes connaissances. Oui, justement tes connaissances, ton aptitude peut t'aider à trouver un emploi, sinon un travail dans une institution, encore dans un ministère ou encore dans une entreprise. Mais c'est ton attitude qui va te garder à ce poste. Pourquoi? On n'a jamais chassé quelqu'un au service parce que la personne connaît, la personne a des expériences très élevées. Mais non, jamais. Mais on peut te chasser au service parce que tu as une mauvaise conduite, parce que tu as un mauvais comportement. Oui. C'est pourquoi nous revenons pour dire encore que lorsque tu ne fais pas attention à ton attitude, tu es en train d'aller droit au mur. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est guidé par ton attitude. Parce que chacun de nous, nous visons l'altitude, nous visons le plus haut niveau. Nous voulons atteindre une réussite, n'est-ce pas? Et nous, beaucoup d'entre nous, nous faisons beaucoup plus attention à notre savoir. De toutes les façons, j'ai mon savoir-faire, j'ai les connaissances. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas très suffisant. La dernière fois, nous avions dit, il y a le savoir, plus le savoir-faire, plus le savoir-être. Et beaucoup d'entre nous mettent beaucoup l'accent sur le savoir et le savoir-faire, oubliant le savoir-être. Chacun de nous a un problème d'attitude, même si ce n'est pas le même problème. C'est vrai. On a tous, en fonction de bien la sûr, personne. en fonction. Disons parce que ce soit un DG ou quelque chose. Chacun, DG, président, ministre, député, chacun a un problème d'attitude. Comment est-ce que chacun gère notre attitude? L'essentiel n'est pas aussi de faire le bilan de sa vie ou encore de l'année pour savoir que, mais c'est de prendre une action. Oui. Il ne suffit pas de faire le bilan, tu as fait le bilan, tu as su où ça va, où ça ne va pas, mais ça ne s'arrête pas là. Oui. Il faut faire une action, il faut prendre une action. Et c'est là où beaucoup d'entre nous, on est réticents à prendre l'action. Je sais exactement où se trouve mon problème. Je sais où se trouve mon problème de la colère, de la gestion de colère. Je sais où se trouve le problème de mon mauvais, ou encore de ma mauvaise gestion de mon temps. Je sais où se trouve encore mon problème de ma mauvaise gestion de mes relations professionnelles, amicales, familiales et tout. Mais je refuse d'agir. Oui. Et si je n'agis pas, rien ne se passera. Qu'est-ce qui a marché sur une page? Qu'est-ce qui n'a pas marché sur une deuxième page? Et maintenant se poser la question, qu'est-ce qui fait que ce qui a marché a marché? Et qu'est-ce qui fait que ce qui n'a pas marché n'a pas marché? Quelle a été ma part de responsabilité? Qu'est-ce que je n'ai pas vraiment fait pour que ça ne marche pas? Et là on se remet en cause. Pourquoi on ne répète pas entre guillemets les mêmes erreurs en 2019? Ouais. Sinon on ne le fait pas. Et comme je vous l'ai dit, chacun de nous connaît de fois même la cause de notre mal. Mais on refuse d'agir. Je sais ce qui m'énerve. Je sais ce qui fait que je suis paresseux au service. Et je sais ce qui fait que je suis un retardateur chronique au service. Mais je refuse d'agir. Je refuse de prendre des actions. Et comme on le dit, sans action, rien ne change. De toutes les façons, il n'y a rien qu'on puisse faire même sans action. Mais le vrai problème, ce n'est pas de détecter le mal. Le plus gros challenge, c'est d'agir. Et où se trouve maintenant le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, on n'aime pas agir. On agit en fonction de l'audit interne qu'on s'applique à soi-même, que ce soit sur nos relations, que ce soit sur ma manière, sur mon comportement, encore ma manière de travailler. Je dis bien, je le répète, il faut d'abord faire l'audit interne, il faut savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et savoir quelle est la cause du problème. Et deuxième chose maintenant, agir en conséquence, agir en fonction. Et comme pour terminer, se rappeler toujours de ce vieux marin, il ne suffit pas d'avoir le marteau, il faut savoir où taper. Les élèves ou certains étudiants, pas tous les élèves, pas tous les étudiants, il y a certains qui attendent que lorsque l'examen s'approche à 2 semaines, 3 semaines maintenant, quand on commence maintenant à bosser, à mélanger tout, à prendre le Nescafé, à faire mon frère, pardon. L'école, ça fait 9 mois. En tout cas. Dès le premier jour de la rentrée, avant même qu'on fasse l'appel là, l'examen a déjà commencé. Pour moi, l'examen a déjà commencé. Donc, tu dois avoir la fin déjà, dès le premier jour, tu dois avoir la fin en tête. Tu bosses
parce qu'il y a l'examen qui doit arriver. Pourquoi faut-il attendre qu'il y ait que maintenant tu es à 2 semaines, 3 semaines avant maintenant de commencer à mélanger les études, à prendre des excitants, comme on le dit, à mélanger, se doper, voilà, il faut le dire. Et après, non, l'enfant il devient, excusez-moi, fou. On dit non, c'est les études qui l'ont rendu fou. Depuis quand les études ont rendu quelqu'un fou? Non, jamais. Et pour certains travailleurs qui doivent peut-être avoir à écrire un rapport d'activité mensuel ou annuel, il y a certains qui attendent dès la fin maintenant avant de commencer à écrire. Et en ce moment, ils ont oublié certains détails. Je dis, mais attendez, tu sais très bien que tu as écrit un rapport, tu dois soumettre un rapport d'activité. Par jour, tu peux déjà écrire quelque chose. Et maintenant, les derniers jours, tu fais une compilation et voilà, ton rapport est prêt. Mais il y a certains travailleurs aussi, dès le début de la semaine, ils se disent, bon, j'ai beaucoup de temps. Donc, il y a certaines activités qu'on met à gauche. On met à gauche, je dis, bon, j'ai encore le temps. Et le week-end, le monsieur se retrouve avec beaucoup à faire, il n'a pas fini ses activités. Il a oublié de passer le week-end au service. Travaille pour lui dire, ah mais écoute, moi je travaille le week-end. Pourtant il aurait pu passer ce week-end-là auprès de sa famille. Si vraiment on apprend à agir en avance, comme je dirais nos chers amis fourmis qui ont cette idée-là en avance. Le modèle STAR, il y avait le modèle STAR, on avait dit que c'était un modèle de gestion de conflit. Alors STAR c'était quoi? Seulement le S. Donc j'ai demandé à ce qu'on va revoir certaines images. Alors STAR c'est quoi? Le S c'est la situation ou encore le contexte. Le T si vous voulez c'est la tâche ici, c'est quoi? C'est l'objectif que vous voulez réaliser dans ce contexte là. Et le A général c'est pour les actions qu'on doit entreprendre afin de réaliser l'objectif qui a été visé. Je sais que chacun de nous, de nos téléspectateurs et téléspectatrices ont un objectif à réaliser. Et le R c'est le résultat escompté. Alors donc lorsqu'on attend un résultat, cela nous permettra de nous mettre beaucoup plus au sérieux afin de bien mettre en œuvre les actions que nous avons entreprises. Donc je pense que chacun de nous avons tous un contexte ou une situation, ensuite nous avons un objectif à réaliser et donc il y a des actions qu'on doit mettre en place afin d'avoir le résultat escompté. Ça peut être un mariage, ça peut être du travail, ça peut être les relations familiales, professionnelles, tout chose. Alors quelles sont les actions que tu mets en place afin de pouvoir réaliser ce que tu veux? Que te préoccupe-t-il le plus? Est-ce que ce sont les honneurs? Est-ce que ce sont les amis? Est-ce que ce sont les amis de toi? Très bien. Ou bien c'est ce qu'on dit de moi, justement, parce qu'il y a des gens qui mettent soit les honneurs devant leur famille, ou encore les honneurs devant même l'intégrité. Ils sont capables de vendre leur intégrité avant d'avoir des honneurs. Donc, que chacun se demande, qu'est-ce qui me préoccupe le plus? C'est la question vraiment qu'on doit se poser. Donc, lorsqu'on essaie de faire un tour, on se demande, qu'est-ce que tu mets? En fait, quelle est la priorité dans ta vie? Quand tu te lèves là, c'est quoi la priorité? Qu'est-ce qui te préoccupe le plus? Au travail, à la maison, avec les amis, au téléphone, sur les réseaux sociaux. Et même sur les réseaux sociaux, on n'a même pas besoin de parler aujourd'hui. De 1 à 10, à combien est-ce que tu peux placer ton niveau de discipline? Toi, tu veux discipliner les autres, mais est-ce que toi-même, tu es discipliné? Et ça, il faut être sincère et franc avec soi-même. Bien sûr. Parce que ça ne sert à rien de dire devant les gens, ah non, moi, je pense quand même que je suis entre 7 et 8. Alors qu'au fond de toi, tu sais que ce n'est pas le cas. Tu te mens à toi-même. Absolument. Mais justement, le plus gros mensonge qu'on puisse faire dans la société, c'est de se mentir à soi-même. C'est ça. Prétendre, c'est de l'hypocrisie. Prétendre être la personne que l'on n'en est pas. Pourquoi je fais ce que je fais? Il doit toujours avoir une motivation. Une motivation, un motif de mes actions. Qu'est-ce qui te motive à tuer les gens? Est-ce vraiment pour Dieu? Qu'est-ce qui te motive à haïr les gens au service? Qu'est-ce qui te motive à tromper ta femme ou à tromper ton mari? Qu'est-ce qui te motive à ne pas être vraiment te mettre au sérieux au service? Qu'est-ce qui te motive à venir en retard au service? Qu'est-ce qui te motive à être si amer envers les uns et les autres, envers tes voisins, envers même tes enfants ou ton épouse? Ce sont là des questions qu'on peut se poser. C'est la même chose lorsque nous avons dit le comment et le pourquoi dans nos actions. Et j'avais dit que le pourquoi est 10 fois plus important que le comment. Parce qu'une fois qu'on a la réponse à la question pourquoi, alors le comment vient facilement. Le pourquoi est très important. Donc ça revient encore à nous poser la question, pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je passe tout mon temps sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce que je fais ceci et cela? Mon ami, est-ce que tu as vraiment la réponse à ton pourquoi? Nous avons parlé de l'appréciation qui produit l'efficience. Quelle est la dernière fois que un tel monsieur a apprécié sa femme à la maison? Mais c'est lui qui est le plus grand appréciateur des femmes au dehors. Et tu veux avoir une vie de couple réussie. Compliqué. Hein? Quelle est la dernière fois que le patron a apprécié la secrétaire? Ça remonte à quand, cher monsieur? Quand tu as apprécié tes employés ou tes collaborateurs, ça remonte à quand?
Mais lorsque tu ouvres ta bouche, c'est pour les punir. Ah non, j'apprécie pas ça. Si vous faites pas ça, ça va chauffer. Un peu de respect. Parce que lorsqu'on apprécie la personne, on met une valeur sur la personne. Oui. Et la personne on galvanise la personne afin qu'elle fasse mieux les choses. C'est un peu ça. Oui. L'attitude détermine tout dans ta vie. C'est ce que nous pouvons vraiment dire sur ça. Donc il faut seulement que les gens sachent ici, on n'a pas inventé des chiffres, c'est juste qu'on a suivi simplement la classification. La première lettre de l'alphabet, le T est la 20e et on se retrouve à 100. Et lorsqu'on dit qu'on a fait un résultat 100%, alors on se rend compte qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a manqué. Dans ton comportement, absolument. Si tu as 100% d'attitude positive, tu auras toujours de très bons résultats. Comme on dit, si tu ne sais pas où tu vas te retrouver dans le village de si je savais. Très bien, donc c'est la direction, le projet que tu as dans ta vie. En allant au service ou encore, qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie politique, dans ta vie sociale, dans ta vie religieuse si tu veux. Qu'est-ce que tu veux réaliser? C'est quoi ta vision? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ta destination? Après, c'est le deuxième D, c'est le dévouement. Maintenant que tu connais ton projet, maintenant que tu connais ta direction, ta destination, alors il faut maintenant de la motivation, il faut de l'engagement, il faut donner son meilleur. Quand on est dévoué à quelque chose, on n'a rien d'autre à faire que ça. Et en ce moment, on fait quoi? On ne mange que son projet, on ne rêve que son projet, on ne s'habille que son projet, on ne discute que son projet, on ne rêve que son projet. Même quand on parle avec des amis, on n'a que la destination en tête. Parce qu'on est tellement dévoué à ce projet-là. Jusqu'à quel point es-tu déterminé à réaliser ton projet? Jusqu'à quel point? Parce qu'en ce moment, j'aime dire, au niveau de la détermination, abandonner n'est pas une option. Ah ça, vous faites bien de le dire. Abandonner n'est pas une option en ce moment. Parce qu'au fait, comme je l'ai dit au début, ton projet là, tu le rêves tellement au point que tu n'as pas d'autre chose. Tu es tellement dévoué à ce projet qu'au niveau de la détermination, abandonner n'est plus une option. C'est vrai, ça va chauffer, comme on le dit. Ça va chauffer. Mais ce n'est pas une excuse d'abandonner. On n'a jamais dit que ce serait facile de absolument. Toute façon, hein? Oh non, mais donnez-moi un seul exemple dans ce monde-là qu'on peut faire sans aucun effort. Même manger, on a besoin de faire des efforts. Oui. Désolé de dire aux gens, entre guillemets, même quand on va aux toilettes pour faire ses besoins, il y a des efforts à faire. Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Et pourquoi? Qui je suis? Comment et quoi? Qu'est-ce que je veux réaliser? Comme ça va directement avec la direction. Et ensuite, et comment est-ce que je veux réaliser ce projet-là que j'ai en moi? Quand? À quel moment de ma vie, à quel moment de l'année, ou encore dans 10 ans à venir que je vais réaliser ce projet? Ensuite, on a le pourquoi. Pourquoi est-ce que même je veux réaliser ce projet? Donc, une fois qu'on arrive à avoir une solution, justement, l'objectif, le motif visé, ça pourrait nous aider, nous pousser même à nous donner vraiment au niveau de la détermination et du dévouement. Parce que si tu ne sais même pas pourquoi tu veux ce projet, mais je suis désolé, il n'y aura pas de discipline. Voilà, pourquoi je veux réaliser telle ou telle chose exacte. Une fois qu'on n'arrive pas à savoir le pourquoi, je suis vraiment désolé. C'est-à-dire qu'on va travailler, mais on ne va pas se donner à fond. Parce que si on n'est pas discipliné, si on n'est pas déterminé, si on n'est pas dévoué, à quoi bon d'avoir d'abord un objectif si on n'est pas déterminé pour le réaliser? C'est ça, en fait. Parce que en temps on aurait des excuses mais pas des raisons pour pouvoir abandonner. Parce qu'on va dire, je ne savais pas que c'était difficile comme ça, donc je vais abandonner. La pensée, c'est l'arme la plus puissante. Elle peut tout détruire comme elle peut tout construire. C'est vrai. La question c'est quelle pensée m'anime chaque jour? Vous savez, pour vous détruire, tu dois d'abord penser avant de vous détruire. Mais oui. On ne se lève pas du jour au lendemain pour détruire quelqu'un. On réfléchit. Alors dans la question 6, en termes de conseil, quelle pensée nous anime chaque seconde, de chaque heure, de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois et de chaque année? Quelle pensée nous anime? Est-elle positive ou négative? Est-elle constructive ou destructive? Attendez la fin des phrases. Parce qu'il y a des gens, lorsque, par exemple, Heidi commence à parler, moi je saute et puis bon, je sais déjà ce qu'elle veut dire. Non, attendez, je ne suis pas Heidi, je ne suis pas toi, je ne sais pas effectivement ce que la personne. Pourquoi est-ce que je ne peux pas? Donc vous voyez ici, non seulement ça parle aussi de la maîtrise de soi. Il faut arriver à te maîtriser, attendre jusqu'à la fin des phrases avant de pouvoir répondre. Je dirais simplement, ne faites pas de suppositions. Merci. On imagine. Je sais ce que tu veux dire. On se fait des suppositions. Mais pourquoi ne pas attendre jusqu'à la fin et poser clairement des questions sur ce que la personne a à dire pour pouvoir mieux comprendre? Et on se fait des suppositions. Combien de fois chacun de nous envoie des SMS ou nous envoie un message où on a compris ça à notre façon? Ou est-ce que nous on a envoyé un message à quelqu'un qui a compris ça de sa propre façon? Et c'est devenu peut-être une dispute. Ah oui, tu m'as envoyé un SMS en me disant ceci. Mais c'est pas peut-être ce que j'ai voulu dire par mon message. Si tu n'as pas compris, pourquoi ne pas me rappeler ou m'envoyer un SMS? Écoute, est-ce que tu peux mieux expliquer ta phrase parce que je n'ai pas compris? Mais non,
fait des suppositions. Et puis bon, on dit qu'on a compris ce que la personne a voulu dire. Donc comme je disais la dernière fois, ce que j'ai dit n'est pas ce que tu as compris. Et un ami m'a dit la dernière fois que je suis responsable de ce que j'ai dit, je ne suis pas responsable de ce que tu comprends. Testez votre compréhension en faisant quoi? En reformulant ce que la personne a dit, ou bien en paraphrasant ce que la personne a dit. Donc si je n'ai pas bien compris ce que Heidi a dit, ou que ce soit au service, ou je ne sais pas, moi au téléphone que la personne m'a appelé, alors je peux reprendre l'idée que la personne a dit. Oh, ok, madame Intelsi, je vous comprends bien, voilà ce que vous avez dit. Si c'est ça, la personne va me dire oui, si c'est pas ça, elle va me dire non. Et puis bon, je pense qu'on a moins de problèmes. Mais comme on est tellement si pressé, on est tellement si connaisseur, on suppose, on ne pose pas de questions, donc ça fait qu'on se retrouve généralement dans des problèmes. Ta façon de parler, c'est égal à ton attitude. Ta façon de t'habiller, ta façon de communiquer avec les gens, ta façon de marcher, ta façon de dormir, ta façon de manger. Tout ça, c'est l'attitude. Et c'est l'attitude qui détermine l'altitude. Très bien. L'attitude plus l'excellence. Écoutez, on avance. C'est clair. L'attitude plus l'excellence. Donc, lorsque nous avons un mindset positif, une attitude positive, recherchons toujours l'excellence. Excellence dans tout ce que nous faisons. Si nous parlons avec excellence, nous communiquons avec excellence. Nous faisons tout avec excellence. Pour moi, il n'y a pas de raison pour que nous n'arrivons pas à réussir. Lorsque nous parlons de succès, il y a des gens qui voient généralement le succès financier. Le succès n'est pas seulement que financier. Si pour toi le succès financier, pour quelqu'un d'autre le succès, il est moral, il est familial, Donc arrêtez de définir le succès si toi tu crois que c'est l'argent. Tout ne se résume pas à ça. Si tu ne me crois pas, va à l'hôpital, tu vas comprendre qu'en fait l'argent là, il a aussi des limites. C'est vrai. Donc en fait, aujourd'hui, ce que nous pouvons garder, le mindset, une attitude positive, plus l'excellence. La recherche de la qualité supérieure. Pour moi, voilà, avec ça, il n'y a pas de raison pourquoi on ait toujours le visage serré comme si on a mis vinaigre dedans. Absolument pas. En fait, si nous avons une très bonne communication, nous allons toujours faire passer nos idées et les gens vont mieux nous comprendre. Plus nous avons une très bonne communication, mieux on se comprend en société et mieux on se comporte, mieux notre famille se comporte, mieux la société se comporte, mieux le Burkina se comporte, mieux le monde entier se comporte. Si tu as une idée à quoi bon d'aller détruire, il faut communiquer. Et je pense qu'on n'a même pas besoin d'en venir au maire ou d'en venir au licenciement ou aux choses. On peut communiquer et trouver une solution. C'est justement parce qu'on refuse de communiquer qu'il y a toujours problème. Il y a encore cette personne-là qui pense que le pardon est une faiblesse. Je pense que le grand frère en a déjà parlé, je n'ai pas la prétention de revenir là-dessus, mais ce que je peux ajouter, le pardon c'est une décision et jamais un sentiment. Parce que si tu veux toujours te sentir bien avant de pardonner l'autre, même jusqu'à ta mort, tu ne pourras jamais bien te sentir. Donc c'est une décision, prends la décision de laisser partir. Que les préjugés freinent notre créativité et limitent notre pensée. Les préjugés, le fait d'avoir des idées préconçues, des idées caricaturales de quelqu'un, ça freine notre créativité, mais ça limite aussi notre pensée. N'oubliez pas, je crois qu'un de nos numéros ici, nous avons parlé que la pensée est l'arme la plus puissante et que tout ce que nous faisons, c'est basé sur la pensée. Alors que si nous avons des préjugés, des idées préconçues, caricaturales, ça limite notre pensée. Qui veut limiter sa pensée? Nous voudrons tous avoir une pensée pour que nous puissions chaque jour avancer. Maintenant, imaginez que vous ayez une pensée vraiment limitée. Où est-ce que vous allez aller? Mais les rancunes, quant à elles nous rendent désagréables. Elles nuisent à notre santé et elles polluent nos relations interpersonnelles. Qui veut avoir des relations polluées? Donc les petites choses que chacun de nous on garde dans nos cœurs, bon, je l'attends au tournant. Au service, je l'attends au tournant. Madame a fait ça, je l'attends au tournant. Monsieur a fait ça, je l'attends au tournant. Le voisin, je l'attends au tournant. Même Dieu, je l'attends au tournant. Hein? Ok. Donc vous voyez, ces petites choses-là qui vont vraiment venir maintenant nous faire exploser un bon jour. Donc autant se libérer et puis avoir la paix. Les vies sont détruites à cause des rancunes. Des rancunes politiques. Tu étais au pouvoir, tu m'as fait ça. C'est moi, j'ai le pouvoir maintenant. Je vais te rendre la monnaie de ta pièce. C'est toi qui étais le patron, tu me faisais ça. Aujourd'hui, c'est moi qui suis devenu le patron. Je veux te montrer de quel bois je me chauffe. Alors, regardez ce qui se passe. Aujourd'hui, c'était toi la famille la plus puissante. Aujourd'hui, c'est mon tour. Je veux te montrer de quel bois je me chauffe. Et on se détruit à longueur de journée. On se détruit. Donc, regardez, des pays sont détruits. Des communautés sont détruites. Justement parce que des rancunes, des préjugés, on stigmatise les gens. Ce monsieur-là, il a l'air bizarre. Donc, on lui colle un nom. Il y a tellement de petites choses que si on ne fait pas attention, on se dit, bon, ça n'a aucune importance. Pourtant, ce sont les petits détails qui nous envoient en fait dans le grand chaos. Faisons simplement attention parce que nos cœurs ne sont pas des valises pour garder des habits. Ça ne va pas, il faut communiquer. Tu as une vision, c'est très bien. Tu as un projet, tu as une ambition, c'est très bien. Mais il y a une chose qui est là, tu ne peux pas ne pas avoir d'émotion.
Non, c'est clair. Si tu ne maîtrises pas tes émotions, tes émotions vont te maîtriser. Et là, ce serait le chaos total. C'est sûr, hein, c'est clair. Si tu ne maîtrises pas tes émotions vont te maîtriser et ce serait le chaos total. Océan, c'est personnalité ouverte, personnalité consciencieuse, personnalité extravertie, personnalité agréable et personnalité névrotique. La question qu'on se pose, de quel type de personnalité es-tu? Pour éviter d'attendre toujours la validation des autres pour se sentir bien. On va être comme ma grand-mère qui va te demander de mettre un fil dans un trou d'aiguille quand tu n'avais pas fait. Mais toi, ton papa a gaspillé l'argent pour rien. Non, ça aussi, vous n'avez pas montré à l'école. Il dit, hé mamie, toi aussi. Mais normalement, toi, on va montrer ça à l'école. Bon, on passe. Donc en ce moment, il y a des gens aussi, lorsqu'ils ne maîtrisent pas leur message, ils coupent les phrases et vont vous dire, vous voyez ce que je veux dire, non? Je dis, moi je ne vois pas. Fais-moi voir. C'est tout. En tout cas, fais-moi voir. Il faudrait ici au niveau du 6e C être complet. Il faut arriver au bout de tes idées. Oui.